Truly safe in the arms of another, 'cause I can't take the weight of your love. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire la première partie du bilan lecture de l'été, puisque nous sommes aujourd'hui le 19 septembre et que je n'ai toujours pas fait le bilan lecture de juillet et août. Alors mi-juillet, fin juillet, je me suis dit oh j'ai pas tant lu que ça, donc je vais essayer de regrouper juillet-août. Les résultats, fin juillet et tout le mois d'août, j'ai quand même pas mal lu. Donc je pense que je ne peux pas vous faire un seul bilan lecture. Sinon il ne va pas durer 30 minutes, il ne va pas durer 40 minutes ni 50 minutes mais 3 heures. Et il ne faut pas abuser. Donc bilan de l'été, première partie, juillet. Logiquement j'aurai le temps de faire tout juillet en entier. Ah ça fait un moment que j'ai lu ces livres, donc je vais m'aider de mon carnet de lecture quand même. Hein, parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais pour la majorité de ces livres, j'ai fait une chronique sur le blog. D'ailleurs je suis à jour. Mon dieu, j'ai rattrapé 12 chroniques en 3 jours. Mais je suis à jour, donc normalement vous avez tous les romans que j'ai lus, toutes les non-fictions. Et pour celles où j'ai pas fait de chronique, je vais essayer de détailler un peu plus, ou alors il n'y avait pas tellement de choses à dire, donc voilà. Alors, le premier livre que j'ai lu en juillet, c'est Le Chat Zen de Kwong Kuen Chan, je suppose que ça se dit comme ça. Alors ce sont... Voilà, ça donne ça. Ce sont des proverbes, des citations ou des poèmes accompagnés d'une peinture. Il me semble que c'est une peinture, oui, à l'aquarelle. Donc voilà, on a aussi cette magnifique peinture qui je trouvais la plus belle de toutes les illustrations qu'on a dans ce livre. Il m'a été offert par Oriane pour Noël, il me semble. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Merci encore. C'était super mignon. C'était une lecture assez calme. Alors super mignon parce que bon voilà, vous avez des aquarelles de chatons, donc évidemment super mignon. Et Mishka, en parlant de chatons, décide d'aller à la litière maintenant, évidemment. Donc c'est, on va dire, un petit recueil de sagesse qui donne envie de le feuilleter régulièrement, histoire de prendre une phrase par-ci par-là. Par exemple là, je ne maltraite pas les faibles ni ne crains les puissants. Et l'esquisse, l'aquarelle, c'est Joseph et les poissons. D'ailleurs en dessous de chaque légende, l'autrice nous explique en fait ce que représentent les symboles, par exemple ici. Ce que je trouve pas mal parce que bon, sinon c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'était un petit recueil de sagesse avec des illustrations très belles et j'ai souri tout le long en fait où j'ai lu ce livre. Donc il se lit évidemment très très vite vu que ce sont des petits... Vraiment, parfois comme je vous l'ai montré, ça fait juste une phrase. Plus rarement c'est un peu plus long, comme ici. C'est un extrait de L'Art de la guerre. Et ça m'a donné envie de découvrir un peu plus la littérature, alors j'ai envie de dire chinoise, mais j'ai peur de... Oui. La littérature chinoise, il me semble que j'ai un roman qui traite de l'histoire chinoise qui s'appelle Les Trois Royaumes, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai aussi plusieurs auteurs et autrices chinois et chinoises qui m'intéressent. Donc merci encore, c'était très, très mignon. J'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment. Bon petit moment. Et j'aime bien refeuilleter ce livre pour parfois rien que pour regarder les aquarelles en fait, que je trouve vraiment très belles. Voilà, petite lecture confort on va dire pour commencer le mois. Alors la lecture suivante n'a pas du tout été une lecture confort. Enfin, c'est pas que ça n'a pas été une lecture confort, c'est que c'était à la fois une lecture douce et très dure parfois. Alors j'ai lu donc It's Not Okay to Feel Blue and Otherwise, Inspirational People Open Up About Their Mental Health, édité par Scarlett Curtis. Alors si j'essaie de traduire le titre, en gros non c'est pas bien quand tu te sens mal, il faut toujours que tu te sentes bien quoi. Et d'autres mensonges, des personnes assez inspirantes, je sais pas si on peut dire ça, s'ouvrent à propos de leur santé mentale. Et effectivement en fait c'est un recueil de témoignages, par exemple le tout premier, alors l'introduction est faite par Scarlett Curtis, c'est le tout premier article aussi. Mais par exemple le premier intervenant on va dire c'est Sam Smith, donc le chanteur, qui a écrit un poème, une chanson pour parler de sa santé mentale. Et dès le début en fait, dès l'introduction de Scarlett Curtis et dès cette chanson de Sam Smith, ok, je me suis dit bon, alors ça va être une lecture mi-compliquée, mi-formidable, et c'était exactement ça. Ça fait du bien de lire ce livre parce que on se sent compris, on sent que quoi que soit notre problème mental, quoi qu'on ait pu vivre ou quoi, quelqu'un n'a peut-être pas vécu la même chose, mais a ressenti la même chose que vous, c'est-à-dire de la honte, de la culpabilité,
le fait de ne pas pouvoir en parler, d'avoir un peu peur d'en parler parce que bon, si on en parle, est-ce qu'on passe pour un fou ou pas? Le fait de bien séparer, enfin le fait de ne pas juste dire oui je suis fou, voilà, c'est assez, pas péjoratif, mais je trouve que c'est un raccourci assez facile, puisque la santé mentale c'est pas juste il est fou, on le place en hôpital psychiatrique, point, non, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plein de ramifications tout ça. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir un livre pareil, puisque c'est assez tabou la santé mentale et on évite d'en parler, on préfère cacher ce genre de choses parce que bon, ça se fait pas d'en parler, blablabla. Ce livre était juste génial. C'est un des rares livres que je refuse de prêter parce que en le lisant je me suis sentie bien. Pendant toute la lecture je savais qu'il allait rien m'arriver en fait, ce qui est un peu étrange, je sais. Mais je veux dire que je savais que pendant toute la lecture j'étais dans un espace sécuritaire en quelque sorte. Et que donc mon problème n'allait pas ressurgir. Et effectivement j'avais raison. Et c'était grandiose. Je sais même pas comment. Je sais pas quoi vous dire de plus, c'était juste beau. Il y a des gens qui nous parlent de leur santé mentale, d'autres qui nous parlent de la santé mentale de leurs proches vivants ou décédés. Il y a eu 2 lettres, une lettre et oui, plutôt un témoignage je pense, qui m'ont particulièrement touchée parce que les personnes sont décédées. C'était génial, je sais pas quoi vous dire. C'était aussi, oui, les contributeurs sont aussi très divers. On a des hommes, on a des femmes, on a des personnes de couleur, des personnes blanches, on a des personnes qui font partie de la communauté LGBT. On a aussi des personnes qui sont hétéros, on a, comme je vous l'ai dit, des gens qui souffrent de maladies mentales et d'autres qui ont vu des proches souffrir de la maladie mentale. On a aussi différentes maladies mentales qui sont évoquées. On a la schizophrénie par exemple, on a la bipolarité, la dépression, l'anxiété, tout un tas de joyeuseté, n'est-ce pas? Mais j'ai aimé le fait qu'on ait tout un tas de personnes différentes qui parlent de façon différente de la santé mentale. Certaines acceptent le fait qu'elle soit, qu'elle ait une maladie mentale. D'autres expliquent bien que souvent la maladie mentale c'est mal vu. On considère que c'est dans la tête et donc c'est imaginaire, que ça n'affecte pas tellement la personne qui en souffre, ce qui est faux. Et il y a certains contributeurs qui vont être assez durs, d'autres qui sont assez joyeux, et ça fait du bien d'ailleurs de lire particulièrement leurs articles. Certains cherchent des solutions, d'autres expliquent qu'il n'y en a pas. Certains donnent des conseils, d'autres disent que bon, ils vont donner des conseils, mais en même temps, chacun trouve ses solutions à son propre problème, qui est unique pour chacun. Donc voilà, c'était juste génial. C'était une lecture formidable. Et oui, je me suis sentie comprise en lisant ce livre. Donc voilà, même si pour la majorité des maladies, je n'en souffre pas moi-même, mais c'était quand même... Ça permet aussi de mieux comprendre certaines maladies et de réfléchir à nos préjugés, à ce qu'on se dit d'office quand on voit le nom d'une maladie, par exemple la schizophrénie. C'était top. Je sais même pas quoi vous dire de plus sur ce livre, simplement. Même les personnes qui ne souffrent pas de maladie mentale, peut-être même surtout les personnes qui ne souffrent pas de maladie mentale, devraient lire ce livre. Parce qu'on apprend énormément. Et voilà. Ensuite, Scribd a encore frappé, évidemment. Et je suis tombée sur Tiny Beautiful Things, Advice on Love and Life from Someone Who's Been There, de Cheryl Strayed. Je pense que ça se dit comme ça son nom de famille. C'est l'autrice de Wild. Il y a eu un film. J'ai ni lu le livre ni vu le film, enfin bon. Donc Tiny Beautiful Things, je me suis dit oui, pourquoi pas. Je suis tombée dessus comme ça, je me suis dit ah ça me dit quelque chose, tiens, on va commencer. Alors, dès le premier témoignage, donc Tiny Beautiful Things en fait c'est un recueil de lettres, d'échanges de lettres en fait, entre Cheryl Strayed qui avait pour nom Sugar, c'était son pseudonyme dans un journal. Donc correspondance entre elle et ses lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs du journal envoyaient des lettres à Cheryl et lui demandaient de l'aide en fait pour un problème qu'ils rencontraient. Et elle répondait. Et donc ce livre c'est peut-être pas toutes les lettres, hein, je doute vraiment que ce soit toutes les lettres, mais une compilation de certaines lettres qu'elle a reçues et auxquelles elle a répondu. Je me suis dit oh bah ça a l'air sympa, ça peut être intéressant. Oui bien sûr oui. Alors dès le premier échange de lettres, je me suis dit ah ouais d'accord ouais, puisque j'ai déjà pleuré en fait. C'est-à-dire qu'on était à la page, je sais pas moi, 15, 20, et j'avais déjà pleuré. Donc je me suis dit,
Bon, on va peut-être lire autre chose en même temps, parce que juste lire ce livre ça va être compliqué. Et effectivement c'est pas le livre le plus simple à lire. J'ai mis un mois entier à le finir. Parce que vraiment certaines lettres sont très très intenses on va dire. La première lettre je crois que c'était sur une jeune femme, ou une femme en tout cas, qui avait perdu sa maman et qui ne savait pas, il me semble qu'elle ne... Bah elle était en fait submergée par le chagrin. Et en fait l'autrice lui répond, alors à la fois elle l'aide et en même temps lui parle de son expérience personnelle. Et c'est ce que j'ai adoré aussi dans ce livre, c'est que l'autrice tente d'aider en parlant de l'expérience de la personne qui lui envoie la lettre, mais aussi en parlant de son expérience à elle, parce que concrètement elle ne connaît pas la personne en face, elle a juste un bout de papier avec des mots dessus. Donc tout ce qu'elle peut faire c'est tenter au mieux de l'aider, mais elle ne peut pas se servir de l'expérience de la personne, elle ne peut se servir que de son expérience personnelle. Donc j'ai aimé en fait, ça fait une espèce de mélange entre essai et mémoire, donc ça j'ai beaucoup aimé. C'était très puissant souvent, par exemple je me souviens avec vivacité on va dire, d'un père qui a perdu son fils et qui ne sait pas en fait comment continuer à vivre. Il ne veut pas mourir mais en même temps il a l'impression d'être un mort vivant, donc il demande de l'aide à Cheryl. Et c'était... Comme vous voyez, le mois de juillet ce n'était pas le mois le plus calme niveau lecture, puisque vraiment j'ai eu des lectures très intenses on va dire. Donc c'était très puissant, très touchant, j'ai pleuré à de nombreuses reprises, vous imaginez bien. J'ai aimé qu'il y ait beaucoup de thèmes différents abordés. Alors je pense que c'est pas du fait de l'autrice, hein, ce sont les lettres qu'elle reçoit et donc elle réagit en fonction des sujets qui sont abordés par les correspondants. Mais il y a énormément de sujets divers, de sujets lourds parfois, même très lourds. On parle d'amour, on parle de deuil, on parle d'écriture aussi à un moment donné. On parle de tout un tas de choses, ça peut être très grave comme ça peut être grave pour la personne, mais nous ça nous paraît moins grave on va dire. C'était très authentique, très vrai et j'ai adoré. Voilà, donc je pense me procurer un exemplaire papier parce que c'est vraiment le type de livre où je me dis si un jour moi-même je rencontre ce genre de situation, ben je sais que je peux aller retourner dans le livre, chercher ce que Cheryl avait dit et peut-être que ça va m'aider ou pas, on sait jamais. C'était fort comme lecture et je vous le recommande. Vous sachez juste qu'il vous faut un paquet de Kleenex à côté parce que waouh. D'ailleurs en parlant de ce livre, il me semble que j'ai pas pleuré en lisant... Si, non, j'ai rien dit, j'ai pleuré en lisant ce livre, autant pour moi. Donc, 2 livres qui m'ont fait pleurer, début juillet, mais qui font tous les 2 partie de mes livres préférés maintenant. Donc voilà. Ensuite est arrivé dans ma vie quelque chose que je n'attendais pas du tout, NetGalley. Je m'étais inscrite il y a longtemps, et je sais pas, récemment je me suis dit mais c'est vrai que je me suis inscrite là-dessus, et en fait je l'utilise pas du tout. Peut-être que je vais regarder si je peux avoir des livres en avant-première ou quoi, on va voir. Donc j'y suis retournée, j'ai fait un petit peu le tour, non c'est faux. J'ai retourné entièrement le site pour chercher toutes les maisons d'édition qui m'intéressaient, tous les livres qui m'intéressaient, j'ai tout ajouté. Et je me suis retrouvée avec des tas et des tas de services presse, donc des ARC, Advanced Reader Copy. Oui, des SP en masse. Donc là j'en ai 15 à lire, bien sûr. Bon ça va, ils sont assez étendus niveau temps, mais quand même je me suis dit bon bah écoute ok c'est parti. Et donc l'un des premiers que j'ai reçu, lui était en lecture libre il me semble, parce que la maison d'édition Andrews Macmill Publishing laisse ses livres à disposition de tout lecteur. Donc celui-là en faisait partie. C'est Fangs de Sarah Andersen, c'est sa dernière BD, c'est elle qui a écrit Adulthood is a Myth que j'avais lu en mars, quand j'ai découvert Scribd. C'est un des premiers livres que j'ai lu. Et donc c'est étrange que ce soit aussi un des premiers livres que je lise sur NetGalley, que ce soit aussi elle. J'avais pas fait le rapprochement, mais oui en effet c'est un peu étrange. Déjà la couverture est magnifique, vraiment magnifique. C'est une BD donc qui va suivre un vampire et un loup-garou. Et c'est une histoire d'amour. Voilà, je vais pas vous en dire plus niveau intrigue. J'ai adoré les illustrations. J'ai adoré la reprise donc du mythe du vampire et du loup-garou. J'ai trouvé que c'était assez original parce que souvent on a l'idée que le vampire et le loup-garou sont des ennemis mortels et que voilà. Là c'est différent on va dire. On reprend quelques éléments traditionnels de la figure du vampire par exemple. C'est surtout celle-là que je connais plus que celle du loup-garou. Et en même temps on modernise un peu cette créature fantastique on va dire.
J'ai aimé qu'il y ait pas mal d'humour, j'ai beaucoup aimé le style de dessin de l'autrice qui est différent de celui qu'elle utilisait pour ses précédentes BD. Oui, j'ai noté que j'avais aussi beaucoup aimé le style de vêtements que porte Elsie, donc le personnage féminin du bouquin. Oui, je trouve ça sympa. Comme il y a d'humour, il y a aussi des moments très légers. J'ai beaucoup aimé. C'était très rafraîchissant, on va dire, après avoir lu deux livres qui étaient assez lourds. Le seul bémol pour moi dans ce livre, c'est la longueur. Je trouve qu'il est trop court. Je l'ai lu beaucoup trop vite. Après, c'est une BD, donc forcément, ça se lit beaucoup moins... Enfin, ça se lit beaucoup plus rapidement qu'un roman ou qu'une non-fiction. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir passé 5 minutes avec la BD alors que j'aurais préféré passer plus longtemps. Voilà, c'est le seul défaut. Sinon, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Et rien que parce que j'ai aimé... comme je vous l'ai dit, cette reprise du vampire du loup-garou, et rien que pour l'objet livre, enfin je veux dire, reprendre le mythe du vampire de cette façon et faire cette couverture, mais je veux. Mais oui. Donc voilà, très sympa. Donc je pense que je continuerai à lire les œuvres de cette autrice. J'espère qu'elle va continuer d'ailleurs, qu'elle va sortir peut-être une autre BD sur ces deux personnages. C'était très, très chouette à suivre. Le suivant, je l'avais commencé en mai, j'ai donc mis 2 mois à le lire. Ok, pas de problème. C'est The Essential Rumi, donc un recueil de poèmes. Donc selon l'éditeur, les poèmes les plus emblématiques du poète Rumi. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce son nom, je viens de me rendre compte. Moi je dis Rumi, mais en fait je ne sais pas si ça se dit comme ça. Puisque l'auteur est afghan et que ses poèmes sont à l'origine écrits en arabe, il me semble. Voilà. Alors j'ai lu depuis un article sur Rumi et son utilisation par les intellectuels, on va dire. Le fait qu'on essaie de cacher le côté religion de Rumi pour mettre plus la spiritualité en avant, mais sans la mention de Dieu ou quoi, alors que Rumi était musulman, il me semble. Et ben moi j'ai pas trouvé ça. Personnellement quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait... c'était quand même vachement religieux, ce qui est normal, puisque effectivement Rumi était musulman. Il me semble, je dis musulman, mais du coup j'ai un doute. Oui, il me semble qu'il était musulman. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il était musulman. Mais surtout ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment beau, qu'on a des espèces de poèmes qui sont comme des contes, et à la fin, c'est pas qu'à la fin on a une morale, mais le poète en tire quelque chose. J'ai trouvé que c'était vraiment, oui, très beau, très bien écrit, très sage aussi. On a aussi des poèmes sur l'amour que j'ai trouvé aussi très beau. Alors, comme je vous l'ai dit, on sent quand même la religion à certains moments. Et bon, ça m'a un peu gênée. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est normal. Surtout qu'il écrivait... Alors attendez, je me souviens pas de quel siècle il est. Bravo moi. Ah non, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû faire ça. 13e siècle, oui en effet. Donc, auteur du 13e siècle. Donc on parle à la fois d'amour physique et d'amour spirituel, d'amour amoureux et d'amour de Dieu, de l'esprit. Souvent on mélange corps et esprit, on parle de l'importance à la fois d'avoir un corps sain et d'avoir un esprit sain. Et oui, j'ai vraiment trouvé que c'était beau. Alors il y a beaucoup de poèmes qui m'ont tellement marqué que je les ai recopiés. Et je pense acheter en papier cette édition-là, puisque je l'ai trouvée sur Scribd. Et je pense l'acheter en papier et la noter. Parce que vraiment, il y a des vers qui me... En poésie, souvent quand j'aime le recueil ou le poème, c'est parce qu'il m'a parlé. Et il y a beaucoup de poèmes que j'ai beaucoup aimés et qui m'ont parlé. Donc voilà, par contre j'ai mis énormément de temps à lire parce que je pense que c'est pas une bonne idée de lire n'importe quel recueil de poèmes d'un coup. Bon, peut-être avoir Bukowski parce que j'adore, ou Baudelaire. Mais lire d'autres poètes comme ça d'un coup, je trouve que c'est pas hyper recommandé. Il vaut mieux espacer pour apprécier globalement le recueil plutôt que de se dégoûter et à vouloir absolument finir le livre en une seule fois, ce que je faisais avant. Donc voilà, c'était vraiment oui, très beau et très prenant, on va dire, très touchant. Oui, j'ai aimé ce mélange de narration avec certaines histoires et de... Parfois c'est presque... Parfois Rumi se place en guide en fait, en disant suivez cette voie, tentez ça. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin ça fonctionnait bien pour moi en tout cas. Je trouvais ça vraiment beau. Je crois que j'ai pas fait de chronique sur ce livre, à part sur Goodreads, mais du coup elle est en anglais. Oui, j'ai aussi évoqué dans ma review, dans ma chronique sur Goodreads, j'ai aussi évoqué le fait qu'il utilise les éléments naturels comme l'eau, la terre, la lune, les étoiles, tout ça, et c'était vraiment aussi très beau. Dans l'introduction, parce qu'en fait ce livre est
est édité par Coleman. Coleman dit qu'on peut remplacer Dieu dans les poèmes de Rumi par n'importe quoi, par quelque chose d'autre, ce qui nous convient en fait. Et c'est peut-être ça qui choque certaines personnes, parce que ben non, Rumi lui il parle vraiment de Dieu, donc bon, c'est un petit peu... Ouais. Alors lui il parlait de remplacer Dieu pour pas se sentir exclu des poèmes, mais bon... Je sais pas, j'ai trouvé que... On sent que Rumi est quelqu'un de religieux, mais qu'en même temps il respecte les autres opinions, tout en restant vachement religieux quand même. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, c'était vraiment beau, lisez-le comme vous avez envie en fait de le lire. Tout en sachant quand même, enfin tout en connaissant le contexte de l'écriture et le fait que Rumi était effectivement afghan au XIIIe siècle, c'est quand même important de le préciser. Après Rumi, j'ai lu un autre livre sur Ned Gallet qui était aussi, il me semble, en lecture libre on va dire, c'est Unfamiliar Familiars. Alors le sous-titre c'est... je n'arrive pas à le lire, c'est écrit trop petit. Unfamiliar Familiars, Extraordinary Animal Companions for the Modern Witch. Donc des familiers non familiers, des animaux de compagnie extraordinaires pour la sorcière moderne. Alors ça m'avait attirée parce que la couverture est quand même très jolie et que ça parlait de sorcières et donc j'étais un peu dans le mood, oui pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était assez drôle puisqu'en fait le parti pris de ce livre c'est on va pas prendre les familiers ordinaires de la sorcière comme le hibou, le chat noir, tout ça. On va prendre des familiers un peu ordinaires, peut-être bizarres parfois et on va donner leurs qualités, pourquoi les choisir, tout ça. J'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Ça m'a assez inspirée, je me suis dit que ça pouvait être cool d'écrire une nouvelle ou un roman avec une sorcière qui a un familier un peu extraordinaire. Il y avait aussi de très belles illustrations. Et oui, j'ai passé un très bon moment, c'était sympa. Du coup, j'ai très envie d'avoir ce livre aussi, pour ajouter à ma belle collection, qui n'existe pas encore mais qui existera un jour, ma belle collection de livres de non-fiction sur les sorcières, tout ça. Ce serait sympa, je pense. Ah, il y a aussi énormément de références. J'ai pas pensé à le... Je crois que je l'ai mis dans ma chronique sur Goodreads. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, pour chaque article, qui est d'ailleurs très bien fait en fait. On a une illustration sur la première page, et ici on a... Ou alors c'est en haut? Non, il me semble que c'est sur la première page. On a le nom d'animal. Je crois qu'on a un espèce de sous-titre parfois drôle. Et ensuite on a donc le descriptif, les qualités, les caractéristiques. Alors je crois qu'on a 3 qualités, 3 défauts. Les caractéristiques, les noms qu'on peut lui donner. Et ensuite on a un petit descriptif. Et souvent, rien que dans les noms qu'on peut lui donner, on a des références, par exemple... mon dieu, Shoebilstorp, je sais plus ce que c'est. L'un des oiseaux dans le livre qui s'appelle Po, par exemple. Un cochon qui s'appelle Napoléon. Ou un albatros qu'on appelle Coleridge, donc en référence pour Po à ses nouvelles et à ses poèmes. Pour le cochon à... non, pas 1984, à La ferme des animaux. Et donc Coleridge pour un de ses poèmes, je suppose. Donc voilà, c'était vraiment chouette en fait, vachement rafraîchissant et sympa à lire. Encore une lecture un peu légère après avoir lu Rumi ou It's Not Okay to Feel Blue, ça peut faire du bien quand même. Peut-être pas lire que des livres qui plombent. Enfin qui plombent. Peut-être pas lire des livres peut-être pas lire des livres qui ne traitent que de sujets difficiles, lourds ou qui font réfléchir. Ça peut faire du bien aussi de lire des livres comme Unfamiliar Familiars. Ce qui ne remet pas du tout en question la qualité de ce livre, bien sûr. Ensuite, j'ai lu Aristotle and Dante Discover the Secrets of a Universe de... Je sais pas si ça se dit Benjamin Alire Sáenz. Donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers en français, que j'ai depuis une éternité, que ma sœur m'a offert, et que je ne voulais pas lire à l'origine. En fait, quand elle me l'a donné, je me suis dit, bon, essayons. Je lui ai dit oui mais c'est une histoire d'amour. Elle fait mais non c'est pas une histoire d'amour, je t'assure. Bon ok, on va lui faire confiance. Résultat, j'ai bien aimé ce livre, mais c'est pas un coup de cœur. Étrangement ce que j'ai aimé, je ne peux pas vous le dire parce que ça se trouve à la fin. Et donc ça risque de tout vous spoiler, donc je ne le dis pas. On va dire que j'ai aimé ce qui se passe à la fin, les révélations. J'ai aimé la complexité de l'histoire, puisqu'on se trouve dans la tête, il me semble qu'on se trouve bien dans la tête de... Oui, on se trouve dans la tête d'Harry, qui est très... pas perturbé, mais on va dire que il est pas tout à fait bien dans ses baskets et on comprend peu à peu pourquoi et tout nous est révélé à la fin. Voilà. J'ai particulièrement aimé le personnage de Dante ou Dante parce que j'ai trouvé qu'il était authentique, vrai et qu'il n'avait pas peur d'accepter qu'il était et de montrer qu'il était, ce qui peut lui attirer quelques problèmes. J'ai en revanche pas vraiment aimé le style d'écriture. Je
Je pense que c'était pas le style d'écriture pour moi. Et donc j'étais pas très à l'aise avec le style d'écriture. Ça me sortait parfois du livre et je me disais ah là par exemple j'aime pas trop. Et j'ai trouvé que la résolution était super rapide. Vraiment, je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps et d'un coup, pouf, révélation. Le personnage se dit ah mais oui enfin. Et nous on est là. Bah c'était du rapide. Sinon j'ai aimé les sujets traités. Je peux pas vous dire pour certains sujets parce que ce sont des spoilers. Mais il me semble que les deux personnages sont d'origine mexicaine. Oui, je crois. J'ai oublié. Il me semble que c'est ça. Et donc on va aussi traiter de cet aspect de leur histoire, de leur passé, de l'acceptation de soi chez l'adolescent, du fait que ce soit parfois très compliqué et que ça crée des situations comme celle d'Harry, où on est enfermé dans son propre esprit, où on s'accepte pas et on n'ose pas s'accepter même quand on a compris exactement ce qui nous arrivait. L'importance du passé aussi, l'importance de savoir d'où on vient. Et voilà, c'était un bon livre, mais oui, pas vraiment un coup de cœur, malheureusement. Mais bravo Emeline, tu avais raison, j'ai bien aimé quand même. Je peux pas exactement vous dire pourquoi j'ai vraiment aimé, mais j'ai aimé. Lisez-le et vous comprendrez à la fin pourquoi j'ai aimé. J'ai fait une chronique d'ailleurs sur le blog, un peu plus longue que ce que je viens de vous dire. Emeline, je viens de recevoir ton message sur ton bout de phrase là, incompréhensible. Et ok, je sais pas ce que t'es en train de lire, mais waouh. Courage. J'ai l'impression que je suis pas trop longue aujourd'hui, c'est bien. Livre suivant, c'est une lecture commune avec Aurore pour le Plib. Nous avons lu ensemble Féline de Stéphane Servan. Donc c'était le dernier finaliste que je n'avais pas encore lu. Je vous avoue que j'avais pas envie de le lire. D'abord parce que je trouve la couverture pas du tout attirante et que quand j'ai lu l'arrière, je me suis dit je suis pas sûre. Mais j'avais tort complètement puisque ce livre est un méga coup de cœur. J'ai adoré le sujet traité. En fait, on va suivre des jeunes filles. Une jeune fille en particulier, mais d'autres jeunes filles après, qui vont subir une mutation génétique. Elles vont se transformer en félines, je vais pas vous en dire plus. On a aussi un récit enchâssé, j'ai adoré ça, puisqu'on a donc deux narrateurs. Est-ce que je peux vous dire quelque chose de plus de l'intrigue sans vous spoiler? Ça met un peu de temps à arriver, peut-être. En tout cas, à arriver au niveau global. J'ai eu un petit peu de mal au début, notamment avec le style de l'auteur. Je l'accrochais pas vraiment. Il y avait aussi certains éléments où je me disais oh qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Où j'étais pas persuadée d'apprécier le ton et vers quoi on se dirigeait. Mais à partir d'un moment ce livre était, j'étais dedans et j'étais là oh c'est merveilleux. Voilà, c'est ma réaction pendant que j'ai lu ce livre. En effet on va traiter de féminisme, de violence envers les femmes et de leurs réactions. Excellent. Je veux dire, oui, il y a besoin de traiter de ce genre de sujet et j'ai trouvé que ce livre le faisait très bien. J'ai aimé le côté transformation, j'ai aussi aimé le côté révolution, j'ai aussi aimé le fait qu'on ne tombe pas dans la misandrie, même si certains personnages sont attirés par la misandrie, donc c'est le fait de détester, enfin de haïr les hommes, de vouloir que les femmes soient supérieures aux hommes. Même si certains personnages tombent là-dedans, les personnages qu'on suit en priorité n'y tombent pas et donc sont plus féministes. Elles veulent l'égalité homme-femme et même l'égalité humain-féline. J'ai trouvé que c'était très bien fait. On est à la fois choqué par ce qui arrive et on se dit, si ça arrivait, il y a des chances que ça se passerait aussi comme ça. Parce qu'on se dit, bon, quand on regarde l'histoire, ce qui est arrivé dans le passé, ce serait pas étonnant que ça se passe comme ça. J'ai adoré le personnage de Louise, auquel je me suis beaucoup attachée. J'ai aussi adoré les félines, puisqu'à partir d'un moment on a une espèce de groupe qui se forme, un groupe d'amis, et j'ai aimé être avec elle. J'ai particulièrement adoré la rouquine. Je sais pas pourquoi je me suis vraiment attachée à elle, alors qu'elle apparaît pas très souvent. J'ai aussi aimé le ton des filles entre elles, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie solidarité et j'ai adoré en fait. Le côté groupe, le côté solidarité, le côté amitié était vraiment beau. Je pense que je peux vous dire ça parce que c'est au tout début. En fait le premier narrateur c'est un écrivain et j'ai adoré ça. Et j'ai aimé que le récit qui va suivre est en fait un témoignage. Donc c'est le récit enchâssé, d'abord l'écrivain qui présente et ensuite le témoignage. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Seul bémol, comme je vous l'ai dit, parfois le style ne me convenait pas, le style de l'auteur. Et la fin, j'étais pas déçue parce que j'étais contente que ça se termine comme ça, mais en même temps j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus. Je ne peux pas vous dire quoi, mais je pense que ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle.
juste un tout petit peu plus. Ça aurait été top vraiment. Voilà. Sinon ce livre traite de plein d'autres sujets à part le féminisme. Non, je dis n'importe quoi, parce que ça aussi ça fait partie du féminisme, le fait de présenter un autre type de virilité ou de masculinité. Ça aussi ça fait partie du féminisme. Donc vraiment ce livre était top, je vous le recommande. Passez outre cette couverture, que personnellement je n'aime pas. Ou si vous l'aimez, allez-y. Mais vraiment ce livre était génial. Je vous le recommande. On arrive à la fin du mois, il reste 2 livres. Alors, l'avant-dernier livre que j'ai lu est aussi un coup de cœur. En fait, j'ai enchaîné les coups de cœur en fin de mois, c'est pour ça que j'ai beaucoup lu. Et que du coup, j'ai enchaîné avec août avec aussi un premier coup de cœur pour commencer le mois. Comment je vous tease sur lui. L'avant-dernier livre du mois, c'est Wayward Son de... J'en ai marre. Vraiment. Rainbow Rowell. Donc c'est le 2e tome de Carry On, donc la série qui s'appelle Simon Snow. Je ne crois pas qu'il ait été traduit pour l'instant en français, mais je pense qu'ils vont garder le titre d'origine, puisqu'ils ont aussi gardé Carry On pour le premier tome. On va donc continuer à suivre Simon et Baz. Simon et Baz, sur des langues. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que sinon je vous spoil l'intégralité du tome 1. Donc on va rester très vague. J'ai adoré ce livre. J'ai trouvé que c'était génial de découvrir l'après, puisque dans le... En fait, en gros, pour moi, le premier tome de cette série correspond au 7e tome d'Harry Potter. Le premier tome se termine quand la guerre se termine, et donc là, c'est l'après, puisqu'on n'a jamais eu l'après, en fait, d'Harry Potter. On ne sait pas ce qui leur arrive, enfin, si, un peu, mais je veux dire, on ne les suit pas dans leur vie post-école, en fait. Et là, c'est le cas. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré qu'on découvre un autre pays et la magie dans cet autre pays. J'ai encore adoré les personnages. Baz est toujours mon personnage préféré d'ailleurs de la série. Simon m'agace toujours autant et j'aime toujours autant Pénélope. J'ai adoré. Je pense que j'ai même préféré ce tome 2 au premier tome. Alors que j'ai vu que c'était pas vraiment le cas de tous les lecteurs de Carry On. Oui, alors, il y a un élément dont je peux pas vous parler dans ce tome. Il me semble que c'est expliqué déjà dans le synopsis du tome 1, mais pour ceux qui ne lisent pas les synopsis et qui préfèrent entrer à l'aveugle dans les livres, je ne peux rien vous dire. Donc il y a un élément que j'ai aimé. Il y a un élément qui m'a fait très mal au cœur aussi, mais bon, je ne peux pas vous en parler. J'ai adoré aussi qu'on traite de maladie mentale ici. Donc là ça rejoint un peu It's Not Okay to Feel Blue. Là on va traiter d'une maladie mentale en particulier. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai adoré la fin. Par contre la fin, c'est pas... C'est possible ça. On peut pas faire une fin comme ça. Je veux dire, cette fin. Non. 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 Pas possible. Vraiment, les 2 dernières phrases, c'est juste un énorme non. Mais le tome 3 n'est toujours pas sorti. Sinon, je pense que je l'aurais illico commandé et je l'aurais illico lu. Parce que on ne peut pas finir un livre comme ça. Ce n'est pas possible. Donc j'ai l'impression que ce tome 2, pour certains lecteurs, est un tome de transition. Moi, j'ai trouvé que c'était... peut-être un tome moins bourré d'action que le premier tome, et sans doute moins bourré d'action que le 3e, je pense que ça s'annonce assez rythmé. Moins bourré d'action, mais tout aussi intéressant, peut-être même plus intéressant encore, puisqu'on a plein de nouveaux sujets qui arrivent, tout ça, et oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était un très bon tome. Et j'ai fait une chronique sur le blog. Je vous le dis, parce que vu que j'ai passé du temps à les écrire. Et le dernier livre, je ne sais pas comment me mettre, ça m'agace en son. Et le dernier livre que j'ai lu en juillet, c'est aussi un livre sur NetGalley. C'est Imperfect Woman d'Araminta Hall. Je suppose que ça se dit comme ça. C'est un thriller. Quand j'ai vu la couverture et le résumé, je me suis dit oh, ça a l'air sympa, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un thriller, donc on va tenter, pourquoi pas. Et j'ai été très surprise d'être acceptée. Je me suis dit waouh, ok, bon, pourquoi pas. Et parce que bon, la maison d'édition c'était quand même Farrar, Straus & Giroux, je suppose que ça se dit comme ça. Et dans ma tête, c'est une maison d'édition assez importante. Donc ils n'allaient jamais accepter de m'envoyer un arc. Surtout que bon, j'avais lu 2 livres avant. Et si, ils m'ont envoyé quand même. Et donc je l'ai lu. Et j'ai adoré. Vraiment adoré. C'était génial. Alors, je vais tenter de m'expliquer. J'ai aussi fait une chronique si vous voulez. On va suivre... Alors déjà, non. Déjà, au tout début, on apprend qu'il y a eu un meurtre. Une jeune femme est morte. Et voilà, je vais laisser là, une jeune femme morte. Le livre est divisé en 3 parties. On va suivre 3 amies, Eleanor, Nancy et Mary. Et on va avoir leur point de vue en fait sur l'histoire. Donc on va avoir des flashbacks, on va avoir les points de vue qui se recoupent parfois pour avoir l'histoire complète en fait. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme façon de faire.
J'ai aimé la façon de représenter les femmes dans ce livre. Alors, certains vont dire mais quoi, mais comment? Parce que effectivement les femmes ne sont pas représentées comme étant parfaites, hein, le titre des femmes imparfaites, clairement les femmes ne sont pas parfaites dans ce livre. Au contraire, elles sont montrées comme humaines et comme faillibles, comme tout être humain j'ai envie de dire. Et les personnages ne sont pas forcément très appréciables. Que ce soit Eleanor, Nancy ou Mary, il y a des chances qu'il y ait au moins un des 3 personnages que vous détestiez. Personnellement, je n'en ai détesté aucune, même si j'ai eu un peu plus de mal avec Eleanor à un moment donné. Voilà, j'ai trouvé la plus... Enfin, le point de vue le plus intéressant... 1, 2, 3. Le point de vue le plus intéressant était pour moi celui de Nancy. Mais autant vous dire pourquoi, parce que c'est elle en fait qui est morte. Et donc je me suis dit, c'est elle qui a la deuxième partie du roman, donc on va comprendre ce qui s'est passé rien qu'en lisant cette deuxième partie. Donc j'avais un peu peur en me disant, mais du coup la troisième partie, comment, enfin... Mais non, vous en faites pas, la troisième partie est excellente aussi. Donc j'ai préféré cette deuxième partie parce qu'on a le point de vue de Nancy. J'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant à découvrir. Surtout parce que, vu comment Eleanor la décrivait, il était important qu'on ait son point de vue à elle. Oui, en fait, les femmes sont juste présentées comme étant humaines. Elles ont leurs problèmes, leurs soucis, elles ont leur idéalisation de la vie, qui ne ressemble pas du tout à leur vie propre. Elles envient leurs amis. Elles sont pas toujours très sympathiques, on va dire. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Et c'est justement pour ça que j'ai adoré ce livre, parce que je l'ai trouvé très authentique, en fait, très vrai, et il essayait pas du tout d'idéaliser l'un ou l'autre des personnages, ce que j'ai beaucoup aimé. On traite aussi de maladie mentale, yeah. Et on traite aussi des choix de vie de ces femmes, qui sont tous très différents. J'ai aimé le fait que rien ne soit simple, que rien ne soit pas logique, mais que rien ne coule de source en fait. On ne se dit pas, ah bah c'est évident. Non, on va nous expliquer en fait le point de vue de ces personnages. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'autres personnages dans les yeux de ces femmes qu'on va suivre. Je ne veux pas expliquer plus, sinon je risque de spoiler. C'est aussi très féministe, en tout cas pour moi. Puisqu'on va aussi traiter de la mère au foyer, de la femme qui travaille et qui n'a pas d'enfant, et de la mère au foyer qui travaille. Non, du coup la mère qui travaille, puisqu'elle n'est pas mère au foyer. Donc voilà, 3 types de femmes qu'on pourrait dire stéréotypées, mais du coup j'ai trouvé que ces types de femmes ne l'étaient pas dans ce roman. J'ai trouvé que c'était très très prenant. J'avais très envie de continuer en fait à chaque fois que je posais le livre. Le seul bémol éventuellement, mais qui ne m'empêche pas de dire que ce livre est vraiment un coup de cœur. Le seul bémol, ce pourrait être que j'avais deviné. J'avais deviné qui avait fait le coup. J'avais deviné l'identité d'un personnage où on se dit qui est-ce? Je me doutais de qui c'était. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'indices dans une des parties. Donc voilà. Et la fin. J'ai adoré la fin, j'ai trouvé qu'elle était tellement forte et tellement intense et tellement dure à lire en quelque sorte. C'était... Voilà. C'était un roman excellent pour moi, un très bon thriller. En revanche, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que à la fin de la première partie, il y a des lecteurs qui pensent qu'il se passe quelque chose. Pas vous dire, sinon je vous spoil. Mais il y a des lecteurs qui pensent qu'il se passe quelque chose et moi j'ai pas du tout lu... Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas lu le même livre du coup. Donc, si vous le lisez, je veux bien qu'on parle de cette dernière... de la fin de la première partie. Parce que visiblement, soit j'ai pas compris, soit ils n'ont pas compris. Mais c'était donc un excellent livre. Et je suis très heureuse de l'avoir demandé et de l'avoir obtenu. Petit bilan. Oh mon dieu, c'est merveilleux. Je ne dépasse pas les temps. Oui. Alors, petit bilan rapide. Les meilleurs du mois sont, sans surprise... Sans surprise, It's Not Okay to Feel Blue, que vraiment je recommande à tout le monde. Tiny Beautiful Things, que je recommande également à tout le monde. Féline, idem, j'ai envie de dire. Et Wayward Son, qui vraiment était top. Alors que je m'attendais pas tellement à aimer, puisque dès le début on nous dit quand même que c'est un road trip. Et moi les road trips, c'est pas forcément les trucs qui m'intéressent le plus. Mais là vraiment c'était très bien fait. Il n'y a pas de fail ce mois-ci. La surprise du mois c'est Féline, parce que vraiment je m'attendais pas à aimer. Et la déception, il n'y en a pas non plus. Bien, très bien. Série continuée, je sais pas pourquoi j'ai barré, parce que si, en fait j'ai continué Wayward Son. Donc j'ai continué Simon Snow comme série, et je n'en ai terminé aucune, donc vous verrez que c'est quelque chose qui arrive souvent. Hein. Je commence énormément de séries, je n'en finis aucune, mais bon. J'ai lu pas mal de non-fiction,
Par contre, SF et fantasy, je pense qu'on repassera parce que j'ai lu un seul roman de science-fiction et un seul roman fantasy. 2, 3. Donc bof. Dans les auteurs découverts, on a Cheryl Stray, Rumi et Stéphane Servant, parce que j'ai bien envie de lire Sirius. Par contre, dans les auteurs à continuer à lire, parce que vous savez la longue liste que je vous ai fait en début d'année avec tous les auteurs à découvrir et tous les auteurs à continuer à lire, eh bien je n'en ai lu aucun. On me félicite s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan lecture de juillet, donc la première partie du bilan lecture de l'été. J'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez lu en juillet, même si c'était il y a longtemps. Peut-être que vous vous souvenez encore de vos coups de cœur parce que ça vous a particulièrement touché. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés. Merci à ceux qui aiment, commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!